Merci beaucoup, Madame Morissette. Merci aux organisateurs, organisatrices. On est très heureuses, Catherine et moi, d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, on vous propose une conférence, une communication qui nous a invités à sortir de notre zone de confort. Donc, on le fait sans grande prétention. On avait quand même perdu l'habitude d'avoir des espaces où on ne présentait pas des résultats, mais des réflexions. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on se présente à vous aujourd'hui. On se connaît, Catherine et moi, depuis 5 ans, depuis 2017. Nous sommes toutes les deux doctorantes dans des disciplines et des universités différentes, mais on s'est rencontrés avec joie dans un laboratoire dans lequel on travaillait en tant qu'étudiante auxiliaire et coordonnatrice de recherche, laboratoire à l'UQAM, dirigé par Sylvie Lévesque. Et c'est à la lumière en fait de cette expérience qu'on partage depuis maintenant, cette aventure presque qu'on partage depuis 5 ans, qu'on voulait mettre en lumière finalement ces lieux d'apprentissage, de formation, j'ai même envie de dire de déformation auxquels on s'est invité Catherine et moi. Alors, rapidement, devenir chercheur, c'est évidemment insister sur le processus, et non pas sur une identité figée, mais bien sur l'effort que ça nous demande, de ne pas seulement faire de la recherche, mais aussi d'être chercheur et de le faire ensemble, donc dans une reconnaissance de l'altérité et de la valorisation de l'autre. Et finalement, pour introduire notre sous-titre, eh bien, ces espaces de partage, on les a vus de manière formelle. Ça peut être des réunions, ça peut être via des lieux de communication standards comme des réseaux sociaux, comme des textos, etc. Mais c'est aussi des lieux qu'on a investis de manière symbolique et qu'on va essayer là de vous présenter dans le temps qui nous est donné. Alors, on a identifié 4 objectifs. Le premier, c'est donc cette mise en dialogue de nos expériences à laquelle on s'est invité pour répondre à l'invitation du colloque, de ces expériences de formation, de coordination, comme je vous l'ai dit, donc essentiellement en recherche qualitative sur les violences faites aux femmes. C'est notre champ d'application de la recherche qualitative. On aimerait discuter avec vous des forces et des tensions qu'on a repérées dans le cadre de la recherche prescrite. Et Catherine va vous parler des autres objectifs qu'on poursuit avec vous. Donc, le troisième objectif qu'on poursuit avec cette présentation, c'est vraiment d'illustrer finalement la nécessité d'investir entre étudiantes des espaces d'auto-formation et finalement d'expliciter les savoirs et les expériences intégrées que Carole et moi, on a développées là, au cours des dernières années. Puis, on vous a mis une citation qu'on aimait bien, mais qui va comme suit. Donc, si le rapport au savoir n'est pas rapport de superficialité, mais de profondeur, comme le dit Develay, il est aussi dialogique, polyphonique et dynamique. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on a tenté de transposer là, dans cette présentation. Donc, pour vous mettre en contexte, Carole et moi, on travaille sur la violence faite aux femmes depuis déjà plusieurs années et c'est vraiment en s'appuyant sur nos expériences de recherche en lien avec cet objet d'étude qu'on a finalement articulé nos réflexions dans cette présentation. Donc, qu'est-ce que la recherche qualitative? Bien, vous le savez très bien, mais si on s'appuie sur ce que Payet et Micheli nous disent, c'est vraiment une démarche qui se veut discursive, donc de reformulation, d'explicitation ou de théorisation. Ça peut être des témoignages, des expériences, des phénomènes. Donc, l'analyse qualitative, ça vise à prendre acte de phénomènes psychologiques et sociaux qui ont cours plutôt que d'en faire des mesures dites objectives. Donc, si on ajoute une approche féministe à cette approche qualitative, bien, ça suppose nécessairement un lien fort entre le politique, la théorie, la méthodologie et les pratiques sociales. Et c'est sûr qu'on peut identifier des enjeux sur le fait de travailler sur la violence faite aux femmes, alors que Carole et moi, nous nous identifions comme femmes. Donc, la posture engagée de l'approche féministe peut être mise à rude épreuve par des discours dits antiféministes, par une préséance aussi de la supposée neutralité en recherche ou par des courants post-positivistes qui peuvent critiquer l'angle avec lequel on comprend la violence. Donc, l'addition des discours sociaux et de ces courants académiques, conjugués à l'exposition des récits de violence, c'est sûr que ça pose des risques sur la santé mentale et le bien-être des chercheuses. Puis ça, c'est d'ailleurs un élément qui est de plus en plus documenté là, dans la littérature, où on voit qu'en fait, il y a des effets du trauma vicariant sur la disponibilité émotionnelle et intellectuelle des chercheuses. Donc, il y a quand même lieu de se demander si ces effets-là font partie de la formation qu'on offre en recherche qualitative et quand on réfléchit au devenir chercheur, chercheuse, si c'est vraiment pris en considération.
Et justement, ce devenir chercheur, chercheuse, nous, on comprend selon la formation doctorale, parce que c'est ça, toutes deux, on suit une formation doctorale en ce moment. Si on veut définir la formation doctorale, on peut la qualifier de plutôt formelle, de magistrale, de pratique. C'est une occasion d'expérimenter des pratiques de recherche. Donc, c'est ce qui nous permet, à notre avis, de faire l'expérience de la recherche, de développer un savoir-faire. On peut aussi faire de la coordination de recherche, c'est-à-dire de cumuler de l'expérience liée aux différentes étapes des projets de recherche, mais c'est aussi des compétences qu'on développe pour coordonner tout ce beau monde, donc à la fois les chercheurs, les partenaires et les étudiantes, on travaille notre savoir-être. On est soumise à des exigences de performance, des exigences liées à la publication, à l'enseignement et à la communication. Et Carole et moi, on a eu la chance d'être très bien formés dans notre parcours, dans tous les laboratoires de recherche qu'on a fréquentés. Et on peut bénéficier d'un soutien qui est bienveillant de nos directions, de nos superviseurs, ce qui fait que c'est peut-être, en fait, ce qui nous a permis d'avoir l'espace pour réfléchir aux autres besoins qui peuvent survenir dans une formation de travail en recherche qualitative. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas nécessairement répondus par les structures formelles qui sont mises en place dans la formation doctorale. Et c'est sur ces besoins-là qu'on va se concentrer plus spécifiquement dans la présentation aujourd'hui, qui finalement se pose face à la formation qui est prescrite. On a fait l'exercice de recenser un peu qu'est-ce qui consiste cette formation doctorale. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs éléments, il y a plusieurs tâches pour tendre vers le devenir chercheur. Donc, ça va de toutes les étapes de la recherche empirique à l'écriture, à la communication, à l'enseignement et ce qu'on aime nommer, Carole et moi, toute autre tâche connexe. Donc, pourquoi Catherine rit, c'est parce qu'on est parfois amené à faire du graphisme pour des affiches, des sortes de choses qu'on n'a jamais appris et qu'on apprend absolument sur le tas et qui font partie, veut pas, du métier et de la recherche qualitative, en tout cas dans nos contextes. Alors, on a identifié aussi les forces. Donc, comme le disait Catherine, évidemment, on a une longue scolarité, hein, on est passé par un bac, une maîtrise, là, le doctorat, etc. Donc, on est quand même consciente de la solidité de la formation reçue, de l'éthique aussi à laquelle les étudiants et les étudiantes sont quand même formés, notamment aussi par l'acquisition de la certification des 3 conseils ici au Canada. Mais reste que ce qui nous a perturbés dans les dernières années, c'est aussi de constater les tensions et les apories, les impensés qui peuvent exister, notamment dans notre domaine. Par exemple, l'approche féministe en recherche qualitative. Alors, ça peut être notamment des tensions en lien avec l'interprétation. Qu'est-ce qui fait violence? Est-ce que c'est aux chercheuses d'identifier la violence dans une trajectoire de vie? Est-ce qu'on doit uniquement se fier à l'interprétation que les individus font de leur propre trajectoire? Donc, toute la question de la hiérarchisation des savoirs devant laquelle nous, on est critiques de fait, mais dans la pratique, c'est toujours plus difficile de trouver un équilibre comme ça dans le conflit des interprétations, comme dirait l'autre. Et une autre chose aussi qu'on a remarqué dans les tensions de la recherche pratico-pratique, nous qui travaillons avec des partenariats, c'est toute la question diplomatique. Alors, ce n'est pas des choses qu'on apprend. En tout cas, nous, on ne l'a pas appris. Il a fallu l'éprouver dans nos expériences. Mais comment est-ce qu'on va avoir des relations cordiales avec des partenaires de recherche qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui n'ont pas forcément les mêmes disponibilités, qui n'ont pas forcément les mêmes outils non plus pour aborder le grand champ que serait la recherche qualitative en violence faite aux femmes. Et enfin, de là ressortent certaines limites, comme la négociation du sens qu'on peut donner, là encore, à des comportements, à des phénomènes, à des verbatims, etc. Comprendre les consignes qui nous sont données à nous, étudiantes, employées dans des laboratoires. Ce n'est pas toujours extrêmement clair les attentes qu'on nourrit à notre égard et les marges de liberté qu'on peut s'octroyer ou non, parce que là encore, il y a des rapports de pouvoir, des rapports hiérarchiques. Comme disait Catherine tout à l'heure, il y a toute la question de la limite du temps et de la productivité. Là où on aimerait parfois prendre beaucoup plus de temps sur de l'interprétation de données, par exemple, il y a des bailleurs de fonds, il y a un rythme universitaire qui nous pousse parfois à faire le deuil d'un approfondissement et à rentrer en fait dans ce que Piron notamment appelle le positivisme institutionnel. Alors,
ce qui en ressort de ces tensions, etc., c'est donc ce besoin, comme disait Catherine, de formation informelle entre pairs. Et là, on s'est dit, bon, quels sont comment je pourrais dire, les axes sur lesquels on investit du temps et de l'auto-formation, de la formation réciproque? Eh bien, il y a toute la question de la pratique de la recherche au quotidien, la quotidienneté de la recherche, de l'organisation du temps, à l'empathie pour soi, à la gestion de l'exposition à des récits traumatiques. Nous, on travaille violence conjugale avec des enfants qui sont exposés, témoins, victimes de la violence. On travaille sur la violence à caractère sexuel. Et quand on fait ça plusieurs jours dans une semaine, eh bien, il y a toute une question de comment je pourrais dire, aménager des espaces de prise de soins, comment aménager des espaces où on peut aborder comment ces recherches-là viennent nous toucher, littéralement. C'est aussi une volonté d'avoir des soutiens hors hiérarchie, parce que quand bien même on pourrait avoir des soutiens, et on l'a dit, de nos superviseurs, ça reste nos superviseurs. Elles ont un rôle d'évaluatrice, de patronne, notre salaire dépend d'elles, etc., etc. Et donc, quand bien même il y a une invitation au partage, il y a un petit empêchement qui fait que ces lieux-là qu'on crée avec Catherine sont très précieux parce qu'ils sont hors hiérarchie et hors compétition. On n'est pas dans les mêmes doctorats, on n'est pas dans les mêmes départements, sinon ceux dans lesquels on travaille autour d'un projet commun. Et donc, ça, c'est tout à fait précieux. Et de la même manière, la mise en commun de nos expériences, donc des expériences qu'on peut avoir en dehors de notre laboratoire avec d'autres projets de recherche, les expériences qu'on a au sein des différentes étapes de travail au niveau de notre laboratoire, vu qu'on n'a pas toujours les mêmes rôles et responsabilités l'une et l'autre. Il y a quelque chose qui roule un petit peu. Et on a donc des discussions aussi tout à fait riches sur la construction identitaire et sur comment nous, comme chercheuses de la relève, on se positionne face à une tradition de recherche qualitative qui, comme on l'a dit, a des forces, mais aussi des limites. Puis justement, dans cette construction identitaire-là, puis on en a parlé dans la présentation précédente, la question de la posture et de la positionnalité. Bon, il y a différents termes qu'on peut employer. Nous, on a choisi une définition de Dayer qu'on aimait bien, qui reflétait un peu là où on se positionne. Donc, ça va comme suit. La façon dont les personnes envisagent leur posture de recherche dépasse leur champ professionnel et renvoie à un engagement qui est transversal, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement question d'une posture de recherche, mais également une posture de vie. Donc, cette posture de recherche et de vie-là nécessite aussi qu'on se penche sur nos repères disciplinaires, mais aussi sur nos expériences professionnelles, nos expériences académiques. Puis cette positionnalité-là, comment on la situe, c'est vraiment un travail d'introspection. Donc, qui permet de s'intéresser aux effets que peut avoir le travail de recherche sur nous. Comme Carole l'a dit, là, comme individu, le fait d'être exposé à la violence, à de nombreux récits, c'est sûr que nous, ça nous amène à nous questionner sur cette posture de vie qu'on peut adopter. On parlait aussi de la question disciplinaire. Alors, se former entre étudiants, c'est aussi accepter la perte de la naïveté disciplinaire. Donc, c'est de se rendre compte que ce qu'on a appris n'est pas universel. Ça a l'air naïf, mais c'est un processus de déconstruction quand on est étudiant, étudiante, en tout cas dans les contextes du Nord, et de vraiment revoir la discipline donc comme un espèce de système clos, comme dirait Lemay, avec sa propre langue, ses propres mythes, ses propres idéologies, qui protègent la discipline, mais qui en même temps lui évitent de penser ses limites. Et un bel exemple, c'est Catherine et moi qui discutons, donc Catherine qui vient par exemple de sexologie, moi plutôt de sociologie et de travail social, et qui découvrons les termes employés pour parler des personnes qui sont objets, sujets de la recherche. Alors, est-ce qu'on parle de répondantes, de participantes, d'enquêtées, de sujets, d'expertes de vécu, etc. Tout ça, ça a été formateur pour nous que d'ouvrir un peu la boîte noire et d'aller voir finalement qu'au-delà de nos évidences, eh bien non, il y a des cultures disciplinaires auxquelles on doit se former et se déformer encore une fois. Et donc, de la même manière, comment est-ce qu'on agit, donc le savoir-être, le savoir-faire, toutes ces questions-là qui sont présentées de manière évidente dans nos disciplines, mais dès lors qu'on les quitte un petit peu et qu'on s'en éloigne, on se rend bien compte que la recherche qualitative est investie par un ensemble interdisciplinaire dont la richesse vaut la peine d'être soulevée. Puis c'est vrai aussi quand on parle des expériences, Carole et moi, on cumule des expériences plutôt diversifiées, là, tant professionnelles que de recherche.
Puis ces discussions-là, ça contribue à nos réflexions aussi sur notre positionnalité qui, bien, depuis qu'on se connaît, moi, ma positionnalité, elle a changé, juste par l'exposition aussi des nouvelles idées de d'autres disciplines. Puis ça permet finalement de mettre en dialogue nos expériences professionnelles, de valoriser nos connaissances expérientielles qui s'inscrivent soit dans des approches qualitatives et ou dans des approches épistémologiques. Puis ça permet finalement de sortir, puis Carole l'a bien dit, ça permet de sortir de chambres d'écho qui sont toujours un peu présentes dans les domaines de recherche, dans les disciplines. Fait que, par exemple, Carole, elle a été beaucoup plus formée que moi à une variété d'approches qualitatives. Moi, j'ai plus été formée en recherche qualitative, disons, par analyse thématique. Donc, j'ai beaucoup appris quand elle me parlait de projets passés où elle a fait de l'ethnographie, où elle a fait du parcours de vie, où elle a mobilisé les objets pour avoir accès au récit de vie. Fait que cette diversité d'expériences-là qu'on partage entre nous deux, bien, ça nous permet de réévaluer, comme j'ai dit, notre positionnalité, puis ça contribue finalement à ce qu'on entend comme notre construction identitaire de chercheuse. Il reste 5 minutes, mesdames. Parfait, merci. On a essayé là de penser à une métaphore. On travaille beaucoup sur les métaphores. Avec Catherine, en ce moment, on réfléchit à trouver des images, etc. Donc, on vous propose celle-ci, elle est en construction. Celle donc d'une courte pointe, d'un artisanat intellectuel et pratique de la courte pointe. Et finalement, c'est un peu pour nous l'idée de comment est-ce qu'on bricole des lieux de formation et d'auto-formation et de co-formation. Et à la lumière de nos réflexions pour préparer cette conférence, on en a identifié quelques-unes quelques-uns de ces éléments de la courte pointe, dont la réflexivité, donc prospective et rétrospective, là, pour reprendre les termes de Edge, à savoir comment tout notre bagage, vu qu'on contredit l'idée de neutralité, comment notre bagage, on doit en être consciente et on doit avoir un effort réflexif critique pour voir comment il vient influencer notre rapport au terrain et la rétrospection, comment le terrain en retour nous modifie. Et ça, c'est une chose qu'on a beaucoup faite ensemble, notamment quand on a été amené à travailler avec des agresseurs, des hommes qui se reconnaissaient comme agresseurs, comme agissant de la violence, nous qui avions travaillé si longtemps avec des victimes. Donc là, de pouvoir échanger ensemble sur notre rapport à nos enquêtés, pour reprendre un terme employé tout à l'heure par l'une de vous, et bien pour nous, c'était tout à fait riche. Ça a évité justement comment je pourrais dire, qu'on nuise à notre terrain, à notre collecte, à notre analyse. Alors, le soutien stratégique, c'est quelque chose qu'on a repéré aussi. Donc, c'est, par exemple, c'est tout simple. Une fois qu'on a fait notre recherche, eh bien, vous le savez, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, comment on communique des résultats. Alors, nous, on a mis en commun nos stratégies de diffusion de résultats, comment on fait des affiches. Moi, je ne connaissais rien aux affiches, Catherine plus que moi. Comment est-ce qu'on écrit la science selon la discipline, selon la revue, etc., etc. Là encore, Catherine m'a beaucoup aidée, parce que j'étais moins familière qu'elle. Alors, ça, c'est une chose. Et de reconnaître aussi ces espaces-là qu'on crée comme des lieux de résistance et de bienveillance, donc de résistance dans un monde où les sciences humaines sont mises à la dure épreuve. En plus, on est féministe et en plus, on fait de la recherche qualitative. Donc, ce lieu de résistance et de bienveillance à l'intérieur de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, donc le positivisme institutionnel, le temps rapide de la recherche, le fameux publish or perish, etc., nous, on se donne un petit havre de paix où on s'autorise à se vivre avec nos faiblesses, en baissant la garde, sans avoir à garder la face tout le temps, comme dirait Goffman. Et ça, c'est tout à fait précieux parce que c'est aussi de nos erreurs qu'on apprend, évidemment. La mise en dialogue des idées et des épistémologies, les temps longs et les contacts renouvelés, parce que là où on peut avoir un échange avec nos directions de recherche, et en général, on a 1 heure dans une semaine, etc. Catherine et moi, c'est renouvelé, on se parle régulièrement, et on se parle régulièrement de nos recherches et de l'interprétation, et parfois on peut rester plusieurs heures sur une codification d'un thème, par exemple, sur un code parent, puis etc. Puis vraiment, on va en jaser interjuge là pendant longtemps, parce qu'on se donne ce luxe-là, et on l'a, à vrai dire. Et comme disait Catherine aussi, c'est des outils, des techniques. Je n'ai pas du tout été formée, par exemple, mais pas du tout à l'utilisation de logiciels pour l'analyse de données. Catherine a été formée à l'université à ces fins-là, donc elle a la gentillesse de prendre du temps avec moi. Et là, il y a une solidarité qui se crée aussi et où on va bricoler et on va apprendre des outils que l'autre a dans sa boîte et qui manquent dans la nôtre. Puis comme le temps file, je vais passer vite sur cette diapositive-là. Finalement, nous, comment on les comprend, ces espaces de co-formation? Ces espaces-là doivent nécessairement en fait s'extraire des structures hiérarchiques et compétitives, comme on l'a dit plus tôt, pour permettre de répondre à ces objectifs. Donc, premièrement, c'est de valoriser les savoirs expérientiels étudiants, de normaliser la vulnérabilité dans un contexte de performance. Puis ça, c'est
c'est inévitable quand on travaille sur la violence faite aux femmes de vivre des vulnérabilités. On est confronté, on est déstabilisé. Il y a aussi l'idée de réfléchir à l'éthique relativement à l'intégrité physique et émotionnelle de la chercheuse. Donc, on se concentre beaucoup, à raison, sur les participantes, mais on voit qu'il y a des effets aussi de l'exposition au récit de violence pour les intervieweuses, pour les personnes de l'équipe de recherche. On nomme aussi les effets d'exigence de productivité sur la recherche, Carole l'a bien nommé. Et on assure une validité et une rigueur de la recherche. On fait beaucoup d'interjuges, on confronte nos idées quand on fait des catégories conceptuelles, on se parle beaucoup pour s'assurer que nos interprétations soient solides finalement. Et en conclusion, ces espaces d'auto-formation-là, c'est des espaces de négociation où on négocie finalement notre identité comme chercheuse. C'est aussi des espaces d'innovation parce qu'on se parle, puis ça nous permet, on l'espère, ou en tout cas, moi je pense qu'on le voit, de sortir des sentiers battus. C'est des espaces qui sont spontanés et informels parce qu'après une entrevue de recherche, c'est sûr que Carole et moi, on s'appelle, on souffle, on débrief, on dit comment on se sent. Puis c'est aussi des espaces structurés et informés quand on assure un interjuge qui demande une méthodologie structurée. Donc, c'est des espaces finalement qui sont par et pour, qui se positionnent à contre-courant des logiques dominantes parce qu'on prend le temps, c'est des temps longs, et c'est aussi des espaces là, très importants de solidarité et de bienveillance. En conclusion, on soumettait une réflexion à tous et toutes, qui est clairement biaisée, je me rends compte vu comment on l'a formulée, mais à savoir, est-ce que nous sommes zélés ou bien est-ce que nous développons et ça peut être et ou les deux, ou bien est-ce que nous développons ces lieux de co-formation, etc., par manque de lieux concrets, pragmatiques au sein de nos formations universitaires qui nous permettraient de nous approprier une plus grande variété finalement d'outils, de techniques et là encore de replacer le temps long qui, selon nous, est si important pour la recherche qualitative. Alors, on vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Merci beaucoup, mesdames.